Visiblement, les résidents de l'Estrie et de la Beauce n'ont pas facile. Les rivières sont encore sorties de leur lit hier alors que ces régions ont reçu une quantité phénoménale de pluie. Des inondations à répétition, donc, dans ces régions. Vous savez, avec les changements climatiques partout dans le monde, les scientifiques essaient de mieux prédire les zones à risque d'inondation. On en parle avec notre journaliste scientifique Renaud Manougara-Gagné. Bonjour, Renaud. Salut, Michel. Alors, il y a une étude qui montre, en fait, que la hausse du niveau de la mer, des mers, en fait, pourrait toucher, quoi? 3 fois plus de personnes qu'on le pensait? Oui, vraiment beaucoup de gens. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue aux inondations. Malheureusement, on risque d'en avoir un peu plus au cours des prochaines années. Donc, il y a une étude vraiment importante qui est parue dans Nature cette semaine qui a montré que les zones à risque d'inondation d'ici 2050, ça va, à cause de la montée du niveau de la mer, ça va augmenter de façon vraiment importante. Déjà que les estimations étaient assez pessimistes avant, on peut le voir sur le tableau qui est à l'écran en ce moment. D'ici 2050, les anciennes données, ce que les anciens modèles montraient, c'est qu'on pensait qu'il y aurait 37 millions de personnes qui allaient vivre dans un endroit qui allait passer sous le niveau de la mer d'ici 2050 et que 78 millions de personnes seraient victimes d'inondations annuelles, donc vivraient dans des endroits où l'eau monterait de façon périodique. Déjà là, c'est beaucoup de gens, mais là, les nouvelles données qui sont dans l'étude, qui sont parues, qui viennent de paraître, ça presque fait x3 ou x5. On passe à 150 millions de personnes qui vont vivre dans une région sous le niveau de la mer d'ici 2050. Donc, ces gens-là, il va falloir des digues ou des barrières pour les protéger, sinon ça va être complètement inondé. 300 millions de personnes qui seraient victimes d'inondations annuelles? Oui, tout ça à cause de la hausse du niveau de la mer. C'est des chiffres qui sont vraiment impressionnants. Donc ça, si on voit c'est les gens qui sont affectés, mais si on voit en image qu'est-ce que ça donne, si on voit les nouvelles projections, on voit des cartes un peu partout dans le monde, on voit les projections avant, donc dans les anciennes données à gauche de cette carte-là, et les nouvelles prédictions, c'est ce qu'on voit à droite. Et on voit toutes les zones en bleu foncé, là. C'est des régions qui vont passer sous le niveau de la mer. Donc on voyait le Vietnam, le sud du pays qui passait sous l'eau en 2050 dans l'image avant. Là, ici, c'est la ville de Mumbai, qui est une des villes les plus peuplées de l'Inde, qui, elle aussi, va passer va passer sous l'eau, va être victime d'inondations importantes. On voit ici Alexandrie, en Égypte. Donc, tout ça, c'est toutes des régions... Une bonne partie là, des terres qui sont effacées. C'est ça. C'est l'eau qui monte, les régions qui passent sous le niveau de la mer et les inondations qui se répètent de façon importante. Et tout ça, c'est ce qu'on voit dans ces nouvelles études-là. Donc, c'est vraiment... La situation va vraiment empirer d'ici 2050 un peu partout à travers le monde. Et pourquoi on a l'impression que cette situation-là va empirer? Bien, c'est vrai que les changements climatiques ont tendance à s'accélérer, et la hausse du niveau de la mer en même temps, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt un problème qu'on avait avec les anciens modèles qui avaient comme une assez bonne marge d'erreur. Parce que à l'international, généralement, la montée du niveau de la mer, on l'estime par des relevés satellites, on fait des évaluations, on regarde quel est le niveau du sol par rapport au niveau de la mer. Le problème, c'est que ce type de données-là peuvent venir avec une assez grosse marge d'erreur parce que certaines images satellites ne sont pas capables de faire la différence entre le niveau du sol, la cime de certains arbres et le toit de certains bâtiments. Donc, ça introduit une bonne différence. Là. Ça fait une assez bonne marge d'erreur de plusieurs mètres. Et quand le nouveau modèle qui a été utilisé dans cette étude-là, bien, eux utilisent l'intelligence artificielle pour diminuer cette marge d'erreur. Et c'est ça qui fait qu'on a ces nouvelles données vraiment dramatiques qu'on a eues cette semaine. Et en plus, elles sont calculées, ces données-là, avec une hausse de température limitée à 2 degrés Celsius, si on respecte le protocole de Paris. Et ça, on voit que partout dans le monde, c'est pas quelque chose qu'on est en train de réaliser en ce moment. Alors, plus ça va se réchauffer, plus il y aura des inondations, pire ce sera. Bon, autre sujet, des images qui ont été diffusées sur Facebook, en direct sur Facebook cette semaine, à partir d'un hôpital. On va les voir, donc ces images de Dallas, au Texas. On y voit en fait une jeune femme en train de répondre aux questions. On a des images, vous regardez, aux questions des médecins pendant qu'on l'opère directement au cerveau. C'est la première fois en fait qu'on diffuse une opération aussi délicate en direct. Renaud, c'est particulier, là, cette situation-là. On voit vraiment où on en est rendu dans la médecine et dans les réseaux sociaux. Des opérations comme ça, on a diffusé sur Facebook. Il y en a déjà eu, mais sur le cerveau, c'est une première. Il y a 45 000 spectateurs qui sont venus regarder comment l'opération se déroulait pour la patiente qui s'appelle Jenna Shard. Elle, c'est une étudiante en physiothérapie de 25 ans. Elle voulait montrer aux autres personnes qui étaient dans sa situation à elle que leur cas est traitable et comment ça peut le faire. Donc, dans ces opérations où la patiente reste éveillée pendant qu'on est en train les chirurgiens travaillent sur son cerveau. Donc, elle avait une masse de vaisseaux sanguins qui faisait qu'elle avait des crises d'épilepsie et même qu'elle perdait l'usage de la parole. C'est une opération qui a duré 4h30 environ, mais on en a diffusé 45 minutes. Et ce genre d'opération-là... C'est de plus en plus courant, ça. C'est ça. Des opérations éveillées sur le cerveau, c'est de plus en plus courant. Ça existe depuis 2000, mais on utilise cette méthode-là, en fait, pour guider le chirurgien. Donc, ici, quand il travaille dans des régions qui sont extrêmement
extrêmement délicates. Donc ici, par exemple, vu que c'était une région affectée par le langage, bien, si jamais les chirurgiens faisaient une manœuvre, ils lui demandaient, par exemple, d'identifier certains mots sur un iPad ou de discuter de différents sujets. Donc, on garde contact avec le patient, puis on fait attention. Ça permet de voir un peu plus les impacts de l'opération. C'est ça. Si jamais il faisait 1 millimètre de trop, puis on voyait que la patiente commençait à parler différemment ou qu'il y avait des changements dans son langage, les chirurgiens savaient qu'il ne fallait pas aller là. Donc, ça aide à guider les chirurgiens. C'est la raison pour laquelle on fait des opérations éveillées comme ça. Très intéressant. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir.